Alors, on arrive au chapitre central de cette partie sur l'électromagnétisme, puisque on va voir désormais les lois fondamentales de l'électromagnétisme classique, c'est-à-dire on ne va plus se cantonner à des cas particuliers, notamment pour l'instant on s'était uniquement intéressé au phénomène lorsque la source était statique. Donc pour le champ électrique, c'était des particules chargées qui ne bougeaient pas, et pour le champ magnétique, c'était un courant, donc des particules qui se déplacent, mais pour lesquels le déplacement était statique, donc le courant restait tout le temps le même au cours du temps. En plus, donc, on va faire une première partie qui va être l'objet de cette vidéo sur la description des charges, donc de la source du champ électromagnétique, puisque désormais il va y avoir une variation dans le temps, et donc on va voir ce que ça implique, et on verra qu'il y a une loi fondamentale qui est la conservation de la charge, et on va apprendre à la traduire mathématiquement. Ensuite, donc, dans une deuxième vidéo, on verra ces fameuses équations fondamentales de l'électromagnétisme qu'on appelle les équations de Maxwell. Ensuite, on verra des conséquences immédiates de ces équations de Maxwell. Donc, notamment, on verra qu'on peut redémontrer la loi de conservation de la charge, donc c'est-à-dire qu'elle est incluse dans les équations de Maxwell. Et puis, on fera, comme dans le chapitre précédent, on fera apparaître des potentiels associés au champ électromagnétique. Et donc, vu que les équations de Maxwell sont un petit peu différentes des lois locales statiques, eh bien, on va avoir une relation un peu plus riche entre les potentiels et les champs. Et enfin, on verra comment on fait pour combiner les équations de Maxwell pour obtenir des équations de propagation que nous apprendrons à résoudre dans le prochain chapitre, puisque le prochain chapitre sera dédié à la démonstration et à l'observation des ondes électromagnétiques. Et enfin, nous verrons qu'au champ électromagnétique est également associé un couple d'énergie, donc énergie électrique, énergie magnétique, et que cette énergie, lorsque on a un champ qui se propage, eh bien cette énergie va également pouvoir se propager, donc on verra un flux d'énergie électromagnétique. Et donc on verra notamment les expressions de ces grandeurs. Alors commençons donc par la source du champ électromagnétique. Donc il y a quelques rappels, notamment sur le modèle standard qu'on avait déjà fait en première année, et au pire je vous laisse lire tout ce qui est rappelé ici. Donc on va plutôt prendre du temps pour démontrer comment s'exprime mathématiquement la conservation de la charge. Donc conservation de la charge, ça veut dire que s'il y a une certaine charge en un point donné, eh bien cette charge ne peut pas disparaître. Forcément, si elle n'est plus à l'instant t plus dt, c'est qu'elle s'est déplacée. Et de même, si en un point m il n'y a pas de charge, eh bien il n'y a pas de charge qui peut apparaître à l'instant t plus dt. Si à l'instant t plus dt il y a une charge, c'est que cette charge vient d'ailleurs. Alors d'ailleurs, on peut comprendre un petit peu mieux la démonstration de la conservation de la charge en utilisant l'analogie de la tirelire. Donc imaginons qu'on ait une tirelire, ça c'est un cochon, on va dire à peu près, donc avec ici une fente. Si le jour J, on a, mettons, 3,55 € dans la tirelire, ouais, les temps sont durs. Si le lendemain matin, on a 3,75 €, eh bien, si on n'a pas vu ce qui s'est passé, si on n'a pas mis de webcam qui surveille la tirelire, eh bien malgré tout, grâce à la conservation de l'argent, donc l'argent ne peut pas apparaître ou disparaître comme ça, eh bien on est sûr et certain que quelqu'un a gentiment glissé une pièce de 20 centimes dans la tirelire pour que le jour d'après, eh bien la quantité d'argent de la tirelire ait été augmentée de 20 centimes. Donc autrement dit, si la quantité d'argent qu'on peut appeler Q de T a varié, c'est que forcément il y a eu un flux d'argent, un déplacement d'argent qui a augmenté la valeur de Q. Donc ici, c'est comme s'il y avait eu un courant d'argent qui est rentré dans la tirelire. Donc forcément, il va y avoir une relation entre la quantité d'argent à l'instant T et le flux d'argent qui traverse la surface virtuelle qui entoure la tirelire. Encore une fois, pour qu'il y ait une augmentation d'argent, il y a eu forcément de l'argent qui a traversé la surface.
Eh bien, pour la charge, ça va être exactement la même chose. Donc il y a conservation de la charge. Donc si on considère une surface virtuelle fermée, donc S, puisqu'elle est fermée, eh bien, elle entoure un volume qu'on peut appeler taux. Et donc à l'intérieur de ce volume, eh bien, il y a une charge grand Q, donc qui est a priori une fonction du temps. La surface S, comme d'habitude, est découpée en petite surface ds, et on crée l'être mathématique, le vecteur ds, qui est toujours perpendiculaire à la surface et forcément dirigé vers l'extérieur. Pour comprendre la démonstration, rappelons que l'intensité qui traverse une surface S, alors c'est pas forcément la même pour l'instant, s'exprime via le flux de la densité de courant qui traverse cette surface S. Donc, si j'ai la surface S découpée comme ça, clac. Donc, si j'ai un courant J comme ceci, eh bien, le produit scalaire de J avec ds donne le courant qui traverse ds. Et donc, le courant total qui traverse S, c'est la somme de tous ces petits courants qui traversent toutes les petites surfaces. Donc, ça veut dire que ici, je vais pouvoir définir un courant IS à l'instant t, qui va être donc défini grâce à la densité de charge, et donc la densité de courant, excusez-moi, pas la densité de charge, et donc le courant qui va traverser la surface virtuelle S, c'est égal au flux de la densité de courant J à travers cette surface. Et donc on peut rajouter ici, bon, c'est pour appuyer la chose, que vu que la surface est fermée, eh bien on a une intégrale comme ça, avec un rond au milieu, donc ça veut dire que c'est sur une surface fermée. Enfin, rappelons que l'intensité du courant électrique, c'est la quantité de charge qui traverse la surface S par unité de temps. Donc pendant dt, la charge électrique qui traverse S, je l'appelle delta QS, et donc delta QS c'est égal à l'intensité fois dt. Donc on va en avoir besoin, parce que comme on a vu tout à l'heure pour l'argent, si Q varie au cours du temps, c'est qu'il y a eu un passage de charge à travers la surface. Donc rappelons qu'il y a conservation de la charge, ça veut dire que si je découpe une petite quantité de charge en une quantité créée et une quantité échangée, eh bien, la conservation de la charge nous dit que la quantité créée est forcément nulle. Donc s'il y a variation de la charge, c'est qu'il y a forcément eu une charge qui a été échangée. Alors écrivons ça. Donc on a dq à l'instant t, qui est donc la variation de la charge dans le volume. Donc c'est égal à q à l'instant t plus dt, moins q à l'instant t. Cette variation de la charge totale, elle est égale à la charge qui sort. Sauf que, attention, il faut mettre un certain signe, non, il faut mettre un signe moins, parce qu'effectivement, si la charge sort, ça veut dire que la charge à l'intérieur va diminuer. Si on a de l'argent qui sort de notre tirelire, eh bien la quantité d'argent dans la tirelire diminue. Donc, la variation de la charge totale, c'est égal à l'opposé de la quantité de charge qui sort. Alors, ça, c'est algébrique. Ça veut dire qu'en vrai, si on a de la charge qui rentre, ben, c'est pas grave. La charge qui sort, ce sera négatif. Donc, cette charge qui sort, eh bien, on va pouvoir l'exprimer grâce à l'intensité qui sort. Et donc, on l'a rappelé juste avant, ça va être égal à l'intensité sortante fois dt. Donc, finalement, on a la variation de la charge du volume
par unité de temps, c'est l'opposé de l'intensité qui sort. Or, l'intensité qui sort, eh bien, s'exprime via la densité de courant en chaque point de la surface. Voilà. Or, la charge totale à l'intérieur du volume taux, je peux faire comme on l'a fait depuis le premier chapitre, on peut dire que c'est la somme de toutes les petites charges contenues dans tous les petits volumes de taux. Donc c'est la somme, c'est une triple intégrale, puisque c'est sur un volume, sur taux, de tous les dq, au niveau des points M à l'intérieur de taux. Donc ça, je peux à nouveau l'exprimer grâce à la densité de charge, la densité volumique de charge, donc ρ. Et donc la charge dq, c'est ρ fois d taux. Voilà. Et donc si je mets ensemble ceci et l'équation qu'on a écrite juste au-dessus, eh bien on obtient la triple intégrale sur taux de ρ fois d taux est égale à la double intégrale sur S de JDS, S et taux n'étant absolument pas indépendants, taux étant le volume entouré par S. Alors pardon, j'ai oublié le signe moins qui est ici. Hop. Et en général, on écrit ça en faisant passer le terme de droite à gauche, ce qui fait que le signe moins ici se transforme en signe plus. Donc, la conservation de la charge se traduit en prenant une surface S fermée mais quelconque, qui entoure un volume taux comme étant, eh bien, ah oui, alors non, pardon, j'ai encore oublié quelque chose. Quand je remets ça dans l'équation d'avant, ici, c'est la dérivée par rapport au temps. Pardon pour cet oubli. C'est la variation temporelle de la charge. Alors du coup, pour retrouver ceci, eh bien en fait, j'ai fait, entre guillemets, rentrer la dérivée temporelle à l'intérieur de l'intégrale. Alors ça, j'ai le droit de le faire parce que le temps en physique classique est totalement indépendant de l'espace. Du coup, ici, c'est une opération sur le temps, ici, c'est une opération sur l'espace, et donc, on peut totalement intervertir ces opérations. On peut faire l'une avant l'autre, ou l'autre avant l'une. Du coup, je peux intervertir, donc, entre guillemets, faire rentrer la dérivée temporelle, sauf que, du coup, ici, la charge, ce n'est quelque chose qui ne dépend que du temps, la charge totale de taux. Et ici, la densité de charge, ça dépend et de m et du temps. Donc, quand je fais la dérivée temporelle, ici, il faut que, d'ailleurs, j'ai fait une faute de frappe, il faut que je précise qu'on a une dérivée partielle, puisque ici, ça dépend également du temps. Voilà, donc ça c'est la conservation de la charge sous forme intégrale. Maintenant, il est souvent plus intéressant, à nouveau, de l'écrire sous forme locale. Alors c'est assez simple, à nouveau, comme dans le chapitre précédent, on va utiliser soit Green-Ostrowski, soit Stokes. Ici, la loi intégrale comporte un flux, donc ça va être Green-Ostrowski. Donc on rappelle Green-Ostrowski, on prend n'importe quel flux de n'importe quel champ de vecteurs, à partir du moment où on le fait sur une surface fermée, eh bien c'est la somme sur le volume entouré de la divergence de ce champ de vecteurs fois des taux. Du coup, je fais cette opération dans l'équation intégrale de conservation de la charge et on obtient la triple intégrale sur taux de la dérivée partielle de ρ par rapport au temps, fois des taux, plus donc le flux qui se transforme en triple intégrale sur taux de la divergence de J, donc ce coup-ci au point M à l'instant T, fois des taux est égal à 0. On voit que ces deux termes sont deux intégrales triples portant sur le même volume. Donc on peut les mettre ensemble. En gros c'est Chal. Non, c'est pas Chal, c'est... Bon, enfin bref. On peut dire que l'intégrale de f plus g, c'est l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Ça doit être tout simplement la linéarité de l'intégration. Et donc ça donne la dérivée temporelle de ρ plus la divergence
du champ de vecteur J, donc de la densité volumique de courant, le tout fois le volume découpé des taux est égal à 0. Pour finir, cette équation, on l'a déterminée alors qu'on a pris une surface S totalement quelconque et donc un volume totalement quelconque. Et donc pour qu'une intégrale soit nulle, quel que soit ce sur quoi on intègre, eh bien c'est que forcément ce qu'on intègre est nul. Parce que sinon, en changeant un petit peu les bornes, l'intégrale ne devrait plus être nulle. Or ici, elle est nulle quelles que soient les bornes de l'intégrale, donc ça veut dire que ce qu'on intègre est nul, donc ici, c'est forcément la parenthèse. Et donc quand on dit que la parenthèse est nulle, eh bien on obtient cette équation qui est donc la loi locale de conservation de la charge. Donc le fait que la charge ne peut être ni créée ni disparaître, ça veut dire qu'elle ne peut que se déplacer, et bien ça se traduit ainsi. La divergence de la densité volumique de courant plus la variation temporelle de la densité volumique de charge est forcément nulle.